Carissimi tutti, sawa bona. Le docteur Rondo Redotto depuis le beffroi du palais communal de Conseillon. La vidéo d'aujourd'hui vous est offerte par Brahim El Khezoum qui m'a demandé d'en dire un peu plus sur le microchimérisme. Un thème que j'avais touché dans la vidéo sur la sacralité de la virginité féminine. Mais avant de vous lire son message, une petite mise à jour sur ce qui s'est passé il y a un peu plus d'une semaine. Il se trouve que ma chaîne a été piratée par quelqu'un qui se présente comme Ronald Sanders, un nom fictif sans doute. Il est très probable qu'il s'agisse du Kaikamo qui récemment dans les commentaires semblait vexé sur certains points que j'avais touchés. Après avoir piraté ma chaîne, il a éliminé la vidéo sur l'incapacité des gynophores blanches à aimer les androphores noirs, ainsi que les métacomes connexes. Mais il a bien maintenu les autres vidéos qu'il exploite probablement. Un comportement vil qui, combiné au choix d'éliminer la vidéo sur les relations mixtes, me pousse à croire qu'il s'agit d'un androphore noir qui n'a pas beaucoup aimé de découvrir que la gynophore blanche qu'il adulte, dans le fond, ne l'aime carrément pas, mais pire encore, pourrait même le mépriser infiniment. Bon mais, disons que ce n'est qu'une hypothèse. Mais en attendant, il est bien loin d'imaginer à quoi il s'est délibérément exposé. Bref, revenons au thème du jour. Voici le message de Brahim El Khezoum. Bonsoir mon cher Rando. Comme je l'ai écrit dans un commentaire sous la vidéo de la sacralité de la virginité féminine, j'aimerais que tu la complètes avec des détails, surtout concernant le microchimérisme que les personnes semblent remettre en question tellement il est incroyable. En ce qui me concerne, je pense le contraire. Dans un monde pourri tel que celui-ci, la vérité ne doit pas être révélée au monde entier au risque que cela profite au plan d'Iblis. J'ai tellement d'autres sujets que je souhaite sponsoriser comme la promotion des LGBT dans les programmes de l'éducation nationale, son inversion des valeurs, le combat conjoint que vous menez avec M. Asselineau sur la recherche de la vérité et bien d'autres encore. Vous pouvez m'appeler Brahim El Khezoum dans vos vidéos. Je vous remercie pour vos vidéos d'intérêt mondial pour tous les hommes. À bientôt. Carissimo Brahim El Khezoum, je te remercie pour ton message et pour cette vidéo que tu nous offres. Concernant le fait de partager la vérité en masse, je dois reconnaître que jusqu'à une période plutôt récente, j'étais de l'idée que lorsqu'une personne en arrivait à découvrir la vérité, soit du fait de ses recherches ou du fait de quelques révélations, il était capital de la mettre immédiatement à disposition du grand public. En fait, lorsque vous êtes animé de bonnes intentions, vous êtes même carrément impatient de le faire au début. Sauf que très vite, vous comprenez que très peu de personnes partagent votre enthousiasme lorsqu'il s'agit de regarder la vérité en face. Certaines expériences m'ont donc fait changer d'avis et justement, tu as en partie raison en ceci que la vérité ne doit pas être révélée de façon soudaine. La plupart des humains aujourd'hui versent dans un délabrement mental tel que la vérité à l'état pur ou en trop grande quantité ne leur ferait que du mal. Très peu peuvent vraiment la digérer. Soit ils la repousseront en bloc, soit ils l'ignoreront simplement pour ne pas en souffrir. Je crois que la meilleure solution serait vraiment de la leur dispenser en très petites doses. Vraiment en de très petites doses. Bref, revenons sur le sujet du jour sous peine de trop digresser. En fait, quoi que tu aies mentionné, le microchimérisme, c'est principalement la télégonie qui est sujette à controverse et que beaucoup nient. Ces deux concepts sont assez proches, mais il y a une subtile différence. Le microchimérisme se définit par la persistance en faible quantité dans un organisme de cellules allogéniques ou en d'autres termes, de l'ADN provenant d'un autre individu. Une mère, après l'accouchement par exemple, peut porter en elle du matériel génétique qui appartient à l'enfant qu'elle a eu. La télégonie par contre, c'est l'hypothèse, disons comme ça pour le moment, que la progéniture d'une gynophore X avec un androphore Y puisse hériter de traits génétiques des hommes qu'elle a connus avant l'androphore Y, en particulier de l'androphore D qui l'a défloré. En d'autres termes, c'est la possibilité que vos enfants aient des traits physiques ou de caractère qui ne viennent ni de vous, ni de leur mère, mais des hommes avec qui elle a eu des relations intimes avant vous, ou plus probablement du premier homme qu'elle a connu. Je vais donc me focaliser principalement sur ce dernier concept, c'est-à-dire la télégonie, vu que le premier est quand même reconnu et attesté.
Et vous verrez plus bas pourquoi le microchimérisme, lui, fait l'objet de plus de recherches que la télégonie. La société telle qu'on la connaît aujourd'hui remettra toujours en question la télégonie parce que c'est un fait trop lourd de conséquences, en particulier pour les gynophores. C'est pareil au voyage spatial, tant que la NASA ne sera pas forcée par une autorité supérieure à admettre au monde qu'ils n'ont jamais mis pied sur la Lune et qu'il n'est même pas possible d'y aller, ils continueront de nier mordicus. C'est aussi comparable à la gynophore moyenne aujourd'hui. Tant qu'elle n'a pas été prise en flagrant délit, elle ne reconnaîtra jamais vous avoir trompé. C'est vraiment trop lourd de conséquences. En fait, vu combien c'est important, la société aurait dû, depuis le temps, investir massivement dans la recherche sur ce thème afin qu'on ait des connaissances purement empiriques et indéniables. Mais la tendance est vraiment vers l'opposé. Il n'y a que très peu de chercheurs qui orientent leur travail dans cette direction. Malheureusement, les scientifiques ont besoin, la plupart du temps, de financement de mécènes. Et vu que l'élite détient presque tout le capital disponible, il leur est facile d'orienter la recherche dans la direction qu'ils décident en fonction des informations dont ils préfèrent nous maintenir dans l'ignorance. Mais comment donc les enfants d'un homme peuvent-ils avoir des traits de caractère ou des traits physiques du premier homme que sa femme a connu? Du premier homme qu'elle a connu, ou alors de quelque autre androphore avec qui elle a couché? Il est difficile de répondre à cette question sans faire usage de termes très spécialisés. Je le ferai de la façon la plus simple et je mettrai en description des liens vers des recherches sur le sujet. Tout d'abord, nous devons toujours tenir à l'esprit qu'il y a deux types d'hérédité. L'hérédité génétique, c'est-à-dire liée à la transmission de l'ADN de vos parents, et l'hérédité épigénétique, qui par contre est liée à l'environnement, aux habitudes alimentaires, bref, à des facteurs externes. Il y a un génome et petit à petit, on comprend qu'il y a aussi un épigénome qui est hautement susceptible d'influences externes. Vous avez l'hérédité génétique, mais à côté vous avez aussi l'hérédité épigénétique. Cette dernière en fait est constituée, disons, de molécules qui ont la capacité de modifier ou d'altérer l'expression des gènes, l'expression de l'ADN, sans toutefois altérer l'ADN lui-même, juste son expression. Les spermatozoïdes portent donc des facteurs héréditaires localisés dans l'ADN et des facteurs en principe non héréditaires qui ne se trouvent pas dans l'ADN. Ces facteurs non héréditaires sont comme des étiquettes qui ont pour principale fonction d'activer ou de désactiver certaines portions de l'ADN en fonction du rôle que la cellule doit assumer. Des portions différentes sont activées selon qu'il s'agit d'une cellule du foie, d'un muscle ou de l'épiderme. Ensuite, vous savez que toutes les femmes naissent avec leurs ovules au complet. Certes, pas encore matures, mais quand même présents. Ces ovules non matures sont extrêmement perméables et sont susceptibles d'invasion par des molécules ou des micro-organismes. Les hommes qu'une femme a connus avant le père de son enfant n'ont certes pas fécondé d'ovules en elle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas laissé leur ADN en elle, mais ils peuvent lui avoir laissé du matériel épigénétique sous la forme de molécules qui peuvent subsister même à la mort des spermatozoïdes et qui ont tout le temps de pénétrer dans certains ovules non matures où ils pourront altérer l'ADN de l'ovule en question en activant ou en désactivant certaines portions de l'ADN, déterminant de la sorte des changements du phénotype du futur enfant, des traits de caractère ou des traits physiques qui ne seront donc imputables ni au père réel de l'enfant, ni à sa mère, mais bel et bien à l'homme qui aurait déposé ces molécules ou ce matériel épigénétique à travers sa semence dans la femme depuis le départ. Maintenant, lorsque vous pensez qu'une gynophore aujourd'hui, à l'âge de 20 ans, en a reçu d'obus et en a aiguisé de sabre, vous déduisez bien les désastres ambulants qu'elle représente. Vous seriez tenté de croire que la semence reçue par voie orale ne peut en rien arriver jusqu'aux ovaires ou aux ovules en maturation. Mais je vous exhorte à vous détromper catégoriquement. En fait, tout ce que vous ingurgitez peut se retrouver en fin de compte dans chacune des cellules de votre corps.
Vu que les spermatozoïdes meurent après 2 ou 3 jours, et vu qu'il faut une fusion de leur matériel génétique pour déterminer la transmission de génotype et donc du phénotype, beaucoup croient que la télégonie n'est qu'une fiction scientifique. Or, ces personnes ignorent justement le fait des protéines épigénétiques qui, elles, peuvent tranquillement se balader dans le corps de la femme pendant des années et des années et qui ont donc tout le temps de migrer jusque dans certains de ces ovules en maturation. C'est ce processus d'altération de l'ADN d'un ou de plusieurs ovules par des protéines épigénétiques provenant d'un amant précédent et resté en circulation qui est décrit comme la télégonie. C'est un fait scientifique que les hommes d'antan ne connaissaient que trop bien. La télégonie a petit à petit été mise aux oubliettes à partir d'un certain point grâce à une sorte de présentation caricaturale qui y associait des pratiques telles que le droit de cuissage, le premier lien en description, ou même l'idée que la télégonie signifiait ce qui suit. Et je cite, « La télégonie est la croyance selon laquelle une femme, fécondée ou déflorée par un premier homme, produit ensuite des enfants à la ressemblance de celui-ci, et ce, quel que soit le géniteur. C'est-à-dire, des enfants conçus d'un second lit peuvent ressembler à l'occupant du premier, au premier mari, amant, compagnon. » Fin de la citation. C'est tiré d'un article d'une certaine Anne Carroll dans la revue Rives, le lien en description. C'est une définition justement exagérée et caricaturale qui n'avait pour but que de discréditer la réalité de la télégonie. La télégonie, c'est le risque réel que la progéniture puisse être altérée et même infectée, dans le cas de virus par exemple, par le matériel épigénétique des hommes qu'une femme a connus précédemment, et ce par les mécanismes que je viens de présenter. Vu le caractère crucial de la télégonie, il aurait été urgent que la recherche scientifique s'y focalisât de façon prioritaire. Pour le moment, les seuls résultats concrets dont nous disposons découlent d'expériences faites sur des drosophiles, le lien en description. Comme vous le savez si bien, l'intention de nos maîtres n'est pas de nous aider. Les raisons pour lesquelles l'élite ne veut pas porter à la connaissance du grand public ce fait sont assez évidentes. Dites-vous bien qu'aujourd'hui encore, il nie les propriétés cancérigènes du sucre, malgré les recherches qui le confirment. Si depuis la tendre enfance, on enseignait aux jeunes que les rapports sexuels sont une chose sacrée, non pas seulement d'un point de vue religieux ou spirituel ou traditionnel, mais aussi parce que, très concrètement, la promiscuité est délétère pour l'intégrité des générations successives, il y aurait de moins en moins de la débauche sexuelle. Les gynophores seraient ou tendraient à être beaucoup plus regardantes quant à leur fréquentation, disons regardantes dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui encore elles le sont, mais dans le mauvais sens. Elles tendraient à être beaucoup plus regardantes quant à leur fréquentation, quant à leurs habitudes sexuelles, et éviteraient de toute leur force de multiplier les partenaires sexuels. Et avec le temps, elles produiraient une progéniture toujours plus saine et toujours plus forte, psychologiquement et physiquement. Une progéniture qui ne serait que très difficilement manipulable par l'élite. Or, l'élite ne veut surtout pas ça. Ils ont besoin d'êtres humains de plus en plus faibles et de moins en moins conscients des buts de la vie sur Terre. Du coup, ils encouragent la débauche sexuelle chez les gynophores. Ça rapporte gros, ça détruit mieux les familles et ça permet de produire des mauviettes en série. Le purda que les musulmans pratiquent, même si beaucoup ne le font que par tradition et sans comprendre les raisons pour lesquelles l'Éternel a toujours exigé cela, le purda sert précisément à limiter autant que faire se peut l'exposition à des molécules et à des micro-organismes qui pourraient se retrouver dans le corps de la gynophore enceinte, même à travers la respiration ou en serrant la main à quelqu'un. Devant un tribunal scientifique véritable et divin, universel, beaucoup de ces scientifiques hautains feraient figure de crotte de nez en face de beaucoup de personnes non instruites, jugées arriérées parce que restées à bonne distance des habitudes de promiscuité que le féminisme promeut dans le monde entier. Maintenant, je vais revenir sur un fait intéressant que j'ai souligné plus haut quant au microchimérisme qui semble recevoir davantage d'intérêt de la part de la communauté scientifique. Lorsque vous faites une petite recherche sur le microchimérisme et la télégonie, vous obtenez davantage de résultats pour le premier et très peu pour le deuxième concept. Il est possible d'interpréter cela à travers le gynocentrisme omniprésent de la société contemporaine.
le microchimérisme fait l'objet de plus d'attention parce qu'il concerne la santé des gynophores. Les premières personnes qui sont en péril lorsqu'il s'agit de microchimérisme, c'est les gynophores. Il peut parfois être la cause de certaines pathologies. Par contre, la télégonie comporte des risques principalement pour la progéniture et implique une prise de conscience et de responsabilité de leur part, de la part des gynophores. Or, elles ne veulent surtout pas ça. Vous savez à quel point elles ont horreur d'assumer leurs responsabilités, quitte à ignorer les risques que leur mauvais choix implique pour leurs propres enfants. Bon, mais c'est pas vraiment nouveau. Allez donc me blâmer lorsque je vous dis qu'elles ont de la peine à aimer même leurs propres enfants. Bref, le thème est passionnant, mais il ne peut être contemplé sous tous les angles dans une vidéo. Je vous exhorte à donner un coup d'œil au lien en description. Vous verrez bien qu'en fait, je ne spécule pas, mais alors, pas du tout. Une fois de plus, merci à Brahim El Khazoum pour cette vidéo qu'il a bien voulu sponsoriser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est mon premier podcast que vous écoutez, je le considère une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, vous avez le devoir et l'obligation de vous abonner, de liker et si possible de partager. Et si le cœur vous en dit, un petit don PayPal pour la perpétuité de la chaîne serait tout autant le bienvenu. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Je suis le docteur Rondo Redotto, depuis le beffroi du palais communal de Conseillon. Sawa Bona.